Ok les gars, c'est parti pour la quotidienne sur les marchés là. Donc, comme d'hab, les marchés financiers, la bourse et tout ça, et ensuite les cryptos. Et donc ici, les contrats à terme, les négociations avant les heures d'ouverture du marché américain qui tentent d'augmenter là, de partir à la hausse. Donc Wall Street tente de rebondir après une autre séance perdante. Donc toute la semaine là, on a baissé sur les marchés américains, hein. Et là, aujourd'hui, les marchés tentent de se reprendre. Les indices américains des jours précédents là, de pertes. Pourquoi on a eu des pertes? Simplement, les investisseurs ne sont plus très sûrs que la Réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine, va baisser ses taux. Voilà, pour essayer de favoriser la croissance. Et donc, on va dire le sentiment n'est pas très optimiste. Et c'est pour ça que les marchés sont en perte. On va voir si le sentiment va s'inverser ou pas. Et pour le moment, les investisseurs n'y croient plus trop, que l'inflation semble résister et semble peut-être repartir à la hausse avec les tensions qui se passent dans le monde, l'énergie qui repart, enfin voilà, les prix sur l'énergie, là, le pétrole, tout ça qui repart. Donc on n'est plus très sûr que les banques centrales vont rebaisser les taux tout de suite. Pourtant, ils devraient le faire, puisque les dettes sont colossales. La dette américaine, les dettes européennes, tout ça, ça va faire mal aux économies. Et les économies partent vraiment en récession là. Donc c'est très risqué de laisser les taux élevés comme ça. Mais pour l'instant, voilà. Il semblerait que peut-être on ait un doute sur le fait que la Fed ne baisse pas ses taux tout de suite. Et donc les marchés qui partent à la baisse. Mais là, aujourd'hui, ça se reprend. Comme vous le savez, sur les marchés, quand ça baisse trop, eh ben, c'est une opportunité d'achat. Donc voilà, certains ont profité de cette baisse, ça rachète et c'est pour ça que les marchés, les contrats à terme en tout cas, voilà, montrent que les marchés repartent un peu à la hausse. Donc ça, les investisseurs profitent de ces opportunités-là. Le Dow Jones, donc, qui est l'un des trois indices américains qui sont stables sur les futurs. Et donc, on voit qu'il y a peut-être une reprise à la hausse aujourd'hui des marchés avec les données solides qui tempèrent le sentiment. Donc, on a des données qui montrent que l'économie américaine est plutôt forte. Et ça pourrait montrer à la Fed que voilà, l'économie est assez forte et qu'on peut se permettre de lâcher du lest, tout ça. Et donc, voilà, peut-être de laisser tranquille voilà, l'inflation et de commencer à rebaisser les taux. Mais voilà, on ne sait pas trop. On ne sait pas, on a un doute. Et c'est pour ça que les marchés sont fébriles. Donc, moi, comme je l'ai dit, je resterai loin des marchés qui sont un peu fébriles. Et les taux sont déjà à un niveau très élevé. On pourrait avoir un crack ou un crash sur les marchés. Et donc, moi, je resterai loin. En attendant, on a voilà, 2023 qui a prouvé que c'était l'année des 7 magnifiques. Et tous ceux qui disent qu'on ne peut pas surperformer le marché, pour moi, tout ça, c'est un mensonge. Si on choisit bien ses actions, on peut surperformer les marchés. Surtout quand on choisit les 7 magnifiques en général. Voilà, les 7 grosses entreprises de Wall Street. Nvidia, Tesla, Meta, Amazon, Google Alphabet, ou Microsoft ou Apple. En général, si on choisit ce genre d'action-là, on surperforme le SP500 la plupart du temps. Donc, c'est à nous de bien choisir, mais encore faut-il connaître tout ça. Vous voyez? Parce que les statistiques montrent que, voilà, en général, on fait souvent moins bien que les marchés, ceux qui choisissent leur action individuellement. Et ça dépend de ce que vous choisissez. Il y en a plein qui vont s'exposer à d'autres actions, voilà, un peu, voilà, même des actions européennes ou des choses comme ça. Et il y en a plein qui sous-performent les marchés. Alors que si vous choisissez simplement des actions des 7 magnifiques, des actions qui sont dans la tendance, qui visent à créer plus de valeur, en général, vous pouvez surperformer les indices. Mais il faut bien étudier tout ça. C'est pas comme ça. Vous voyez? Et donc voilà, vous avez des actions là qui ont surperformé largement le SP500. Vous voyez? Donc c'est possible. C'est possible de surperformer, mais il faut bien choisir ses actions. En tout cas, Jamie Dimon, le PDG de... le PDG de JP Morgan, de la plus grande banque américaine, prévient que que des forces apparemment très puissantes auront un impact sur l'économie américaine en 2024-2025.
Donc lui, il dit qu'il restait prudent quant à l'économie américaine au cours des 2 prochaines années en raison d'une combinaison de risques financiers. Donc il parle qu'il était préoccupé apparemment de... Alors non, ça, c'est pas lui qui dit ça. Et alors il dit qu'il y a des forces très puissantes qui vont infecter 2024-2025. Alors, y a pas, ici, c'est pas écrit dans le détail. Bon, il n'y a pas de détails par rapport à ça. Il dit juste qu'il y a des grosses forces qui vont impacter. Je sais pas de quelle force il parle, mais on verra ça. Donc, je pensais alors, il s'inquiète de forces très puissantes. Alors, est-ce qu'ici, il les a déclarées ou pas? Donc, à contre-courant du consensus général, plutôt assez optimiste, le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, s'est montré prudent mercredi, soulignant une combinaison de risques financiers. Il y a toutes ces forces très puissantes qui vont infecter. Alors, plus précisément, donc, il a cité l'Ukraine, l'activité terroriste en Israël et la mer Rouge. Resserrement quantitatif dont je me demande encore si nous comprenons exactement de quoi il fonctionne. Je pense que c'est une erreur de penser que tout va bien, tout ça. Donc voilà, lui, il parle de plein de facteurs géopolitiques, les guerres, les tensions, plus la situation macroéconomique. En gros, il dit que on a tort de penser que tout va bien. Toutes ces choses-là vont venir impacter voilà, les cours. Ça. Donc, sur ça, je trouve qu'il a plutôt raison. Avec tous ces facteurs-là, on ne peut pas être trop prudent sur tout ça. Là. Donc aussi, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a parlé, c'est il a dit ici qu'il ne parlerait plus des crypto-monnaies. En fait, en gros, il croit en la blockchain, le Web3, la blockchain, mais il ne croit pas aux crypto-monnaies. Donc c'est un peu bizarre ce qu'il dit, parce que les crypto-monnaies arrivent justement avec la blockchain, c'est un package. Et lui, il dit qu'il ne parlera plus du Bitcoin et voilà, des crypto-monnaies, mais voilà, il continue à soutenir la blockchain, voilà, cette technologie-là, mais les cryptos qui sont sur la blockchain, en fait, il n'y croit pas. Et que le Bitcoin, c'est un scam, ça sert que pour le blanchiment d'argent, des choses comme ça. Donc, il est un peu incohérent, et voilà, il veut, comme il a une forte, il sait qu'il est très écouté, et qu'il sait qu'il peut impacter ça, il essaye d'amener les gens, en fait, à pas trop considérer les cryptos, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc là, il induit tout le monde en erreur. Il essaye de piéger, en fait, de créer la confusion, en fait, dans nos cerveaux, là. Ce qui n'est pas très bon. Vous voyez? Donc voilà, par rapport au PDG de JP Morgan. Maintenant, vous avez le PDG de Google qui affirme que d'autres suppressions d'emplois, ici, alors, d'autres suppressions d'emplois seront nécessaires en 2024 afin d'atteindre des objectifs ambitieux. Donc voilà, quand on arrive dans une situation de récession, d'une économie qui pourrait tomber par terre, voilà, situation de pression sur l'économie, eh bien, en général, voilà, les entreprises, déjà, les actions chutent, les entreprises se réadaptent. Il y a des suppressions d'emplois, il y a pas mal de choses. Il y a un chômage qui explose et des entreprises qui suppriment des postes, tout ça. Et donc là, les temps vont devenir difficiles, là, avec des taux aussi élevés encore à ces niveaux-là encore. Donc les entreprises vont devoir agir et supprimer des emplois. Donc là, dans les prochains mois, les entreprises vont devoir, entre guillemets, serrer les fesses, entre guillemets, et supprimer des emplois, voilà, et voilà, faire ce qu'il faut pour subir le choc. C'est comme ça. Et là, on a le PDG de Google, ici, là, Sundar Pichai, qui parle de suppression d'emplois. Ça ne va pas être le seul. Beaucoup d'entreprises vont devoir serrer les fesses et supprimer, se serrer un peu, et devoir supprimer des emplois dans leurs propres organisations, tout ça. Sinon, l'actualité qui fait ce journal, on va dire, c'est la déclaration de Trump. Trump s'engage à bloquer la création d'une CBDC, donc qui considère comme une menace dangereuse pour la liberté. Donc, je ne pensais pas qu'il ferait ça. Je ne pensais pas qu'il était partisan de ça, puisque Trump, qui est en faveur des États-Unis et donc du dollar, je pensais qu'il ferait tout pour favoriser le dollar et voilà, et aller dans ce sens-là. Et donc, même avec les CBDC pour contrôler la population avec le dollar. Mais là, en fait, il est contre
là, ce qu'on va parler de contre, qui pourrait impacter la liberté. Et là, bah, là, c'est du tout bon, j'ai envie de dire. Je pensais pas qu'il serait en faveur à ce point-là de la liberté, tout ça. Et donc, vraiment, il est contre ce qui est une menace de la liberté. Quitte à même à, voilà, hein, peut-être à impacter le dollar. Mais là, je pensais pas qu'il était comme ça. Et donc là, c'est une énorme nouvelle, ça. Il est dans, comme Elon Musk, tout ça, il est en faveur de la liberté, tout ça. Donc finalement, Trump, c'est finalement une bonne personne, hein, au fond. On pourrait se dire ça comme ça, mais je pensais pas qu'il serait dans le sens. Je pense qu'il ira toujours dans le sens du dollar. Il fera tout pour que le dollar euh, s'impose au monde, tout ça, dans le, bah, dans la, on va dire, dans le sens des Américains, pour, voilà, pour que les États-Unis deviennent toujours les leaders du monde et tout ça, mais pas, on va dire, quitte à mettre les gens, à enlever de la liberté à la population. Donc voilà, là, en ce sens, pour moi, déjà, il gagne en crédibilité, et là, c'est une bonne chose, en fait, qui ne veuille pas, parce que là, les CBDC, en fait, les CBDC, c'est quoi? C'est les monnaies numériques des banques centrales, en français. Central Bank Digital Currency. En gros, c'est les monnaies numériques des banques centrales. Et ces monnaies numériques, en fait, c'est qu'on va passer en fait des devises qu'on connaît là. Vous savez, nous, on utilise le dollar avec des monnaies, avec des monnaies papier, en fait. Vous avez tous des billets, tout ça. En fait, ils vont supprimer les billets pour mettre ces monnaies numériques à la place. Sauf que là, ces monnaies numériques, tout sera numérisé, mais on sera complètement contrôlé. On sera complètement tracé, tout ça. En fait, pour notre liberté, c'est pas bon. Notre sécurité, notre liberté, on va être complètement tracé. Et c'est pas bon pour notre liberté. Vous voyez? Parce qu'on va être suivi, tracé complètement. Et en fait, il veut empêcher ça. Vous voyez? Parce qu'on sera contrôlé complètement. Et lui, il veut pas de ça. Donc ça, c'est une très bonne chose. Vous voyez? Et donc, il est contre ça. Et ça, j'aurais pas cru. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Donc il dit, je n'autoriserai jamais la création d'une monnaie numérique de banque centrale. Ça, c'est comme Ron DeSantis, il avait déclaré ça aussi. Et comme Robert F. Kennedy, tout ça, quelques candidats à la présidentielle américaine. Donc c'est ce que vient de déclarer Donald Trump. Il précise qu'une MNBC, donc monnaie numérique des banques centrales, donnerait, c'est la même chose, hein, MNBC, CBDC, c'est la même chose. C'est juste que MNBC, c'est en français. Donc une MNBC donnerait au gouvernement un contrôle absolu sur l'argent et réduirait les libertés. Donc une excellente chose. Là, pour le coup, j'applaudis Trump, c'est une excellente chose qu'il vient de déclarer. Donc on verra. Maintenant, vous savez que le système fait tout pour l'empêcher de se présenter et vous lui mettre des bâtons dans les roues, tout ça. Donc on verra. En tout cas, espérons que Trump soit élu. Il pourrait mettre fin à cette caste, là, les démocrates, là, le gang là, des Joe Biden, Macron, tout ça. Il pourrait mettre un coup fatal. Donc c'est là l'espoir qu'on a le plus. Maintenant, ça serait l'élection de Trump, la victoire de Trump, à dire. Donc on va voir ça, mais en tout cas, ça c'est une excellente nouvelle. On va suivre ça de près. C'est on va dire, le meilleur espoir qu'on a par rapport à tout ce qu'on subit, on va dire. Donc voilà, par rapport à ça, on va suivre ça de très très près. Et donc là, dans le reste des actualités, nous allons choquer le monde, prévient le PDG de PayPal, Alex Chris. Donc pourquoi? Alors, va choquer le monde, affirme lors d'une interview, encore une fois, à la CNBC. Donc la CNBC, je rappelle, c'est la plus grosse chaîne sur la finance. Le plus gros site aussi sur la finance. Donc je recommande d'aller... Moi, vous voyez, hein, à chaque fois que je commence mes vidéos, voilà, ça commence d'abord par la CNBC ou Investing en France ou des choses comme ça. Mais voilà, on a des sites très précis voilà, qui de manière très claire ce qui se passe sur l'actualité financière. Et je vous recommande d'aller suivre ce genre de site-là. Suivez en fait ce que je vous montre à peu près. Et là, il dit que il n'y a pas beaucoup de raisons de se réjouir ces dernières années, que l'innovation a été trop lente, tout ça. Alors, il promet une grande annonce qui va bouleverser le monde. Qui va bouleverser le monde. C'est ce qu'il promet. Cette innovation profitera à la fois aux consommateurs et aux commerçants. Donc, apparemment, PayPal se prépare à une grosse annonce. Donc, on verra.
Je pense que nous avons fait trop d'acquisitions ces dernières années et que nous avons perdu notre objectif. C'est l'une des choses que j'ai remarqué il y a quelques jours lorsque je suis arrivé dans l'entreprise, tout ça. Bon, en tout cas, il promet des grosses annonces et PayPal, c'est sûr que c'est une des entreprises qui va être aux avant-postes de nouveau monde là, parce que PayPal, c'est le commerce en ligne, payé de façon simple, voilà. Donc PayPal, c'est sûr que c'est le futur, ça reste le futur. Tout ce qui est le paiement en ligne. Et ça, c'est c'est vers ce quoi on se dirige. Donc, on est déjà sur ça, mais voilà, je pense qu'ils vont toujours faciliter plus avec le Web3, tout ça. Donc on verra. On verra par rapport à PayPal. Donc ça, c'est des petites actualités, hein. On va pas s'attarder trop sur ça non plus. Donc voilà, comment l'IA peut transformer le marketing et la finance. Ne pas oublier l'intelligence artificielle. J'ai mis cet article juste pour vous rappeler que l'IA, c'est très très important. Donc ça, on verra. Maintenant, plus en Europe, tout ça, les actions des montres suisses, vous connaissez hein, la Suisse pour ses montres et tout ça, plongent de 32% après la baisse des prévisions. Donc, tout comme l'immobilier qui s'effondre, on a aussi le marché des montres qui s'effondre. Ça va créer des opportunités. Mais là, en ce moment, c'est pas trop le moment. C'est pas trop le moment de s'exposer à ce marché. Et là, ce marché est en train de s'effondrer. Ça va créer des opportunités. Donc, il va peut-être maintenant falloir bientôt s'exposer à ce marché-là. Donc, voilà, hein, tout ce qui est actif, qui prend de la valeur, il faut aller dessus. Et les montres suisses, ça représente un bon actif qui peut prendre de la valeur sur le temps. Donc ça, voilà, c'est un marché aussi à surveiller. Et là, il y a peut-être une opportunité sur ça. Donc, en Europe, donc, mise à jour, là, vous avez le forum de Davos, là, qui réunit les élites du monde entier, là. Les chefs d'entreprise donnent leur verdict sur Trump, tout ça. Et Benioff met en garde contre l'IA, tout ça. Donc, l'IA, ça va être un thème. L'IA, je recommande de s'exposer sur l'intelligence artificielle. Et certains parlent d'un danger de l'IA. Donc, on verra. Ça, vous avez la Chine aussi qui participe à Davos, tout ça. Il va falloir surveiller tout ça. Vous avez même Bill Gates, hein, qui est jamais loin. Et Bill Gates vient de s'exprimer à Davos devant ses copains, la Schwab, Ursula et Macron. Donc toute la mauvaise caste là, ici, et vient d'annoncer que sa fondation allait consacrer 8,6 milliards de dollars cette année à des programmes de vaccination et de santé dans le monde. Donc il lâche pas l'affaire avec ces histoires de vaccination. Ils sont en train de créer peut-être la maladie, qu'on appelle la maladie X, toujours pour vendre voilà, plus de vaccins, tout ça, pour faire peur aux gens, pour contrôler les gens, tout ça. Et donc, en privilégiant, bien sûr, les injections ARN messager. Donc voilà, ils sont toujours dans ce délire de vaccins, d'ARN messager, tout ça. Donc cet homme a déjà fait tant de mal. Il y a en outre l'étude publiée dans Nature sur les protéines absurdes produites par les corps après une injection ARN. Mais non, il continue et personne ne l'arrête. Voyons, dégageons tous ces mondialistes. Vous voyez, tous les mondialistes. Voilà. Tous ces trucs-là d'ARN messager, tout ça qui veulent imposer, faut arrêter avec tout ça. Et en tout cas, faut avoir les idées claires par rapport à tout ce qu'ils essaient de mettre en place, les choses comme ça. Donc, ce mec-là, est dangereux. Ils veulent contrôler. Lui, Schwab, Ursula von der Leyen, Macron, cette caste, ils essaient de nous imposer des vaccins, des choses comme ça. Soyez prudents par rapport à tout ça, là. Donc prudence en tout cas aussi sur les marchés européens avec les inquiétudes sur les taux. Comme les marchés américains là qui baissaient, les marchés européens aussi suivent la tendance. Puisque on n'est plus très sûr que les taux vont baisser maintenant. Alors qu'ils devraient, hein, avec la dette énorme, tout ça. Et ils vont le faire. Hein. Ils vont le faire rapidement, ils n'auront pas le choix. Parce que là, suivez hein, par exemple les vidéos d'Olivier Delamarche, des choses comme ça, là, des grands analystes financiers, tout ça. Et vous comprendrez. Donc ça m'appartient pas. C'est à vous d'aller chercher et aller vous intéresser à la macroéconomie, la finance, tout ça. Suivez tous les grands analystes. Je parle de... vous avez, je sais pas moi, là je vous ai dit Olivier Delamarche. Et, comment... Il y en a d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Vous avez Philippe Béchade. Vous avez... comment il s'appelle là, ah, j'ai oublié son nom. Vous en avez plein. Voilà, Charles Gave, tout ça.
Donc, tous ces grands analystes français, allez, voilà, tout ça, là, Idrissa Berkane et tout ça, allez vous écouter ce qu'ils disent, vous voyez. Et donc, voilà, vous allez comprendre pourquoi, de toute façon, ils n'auront pas le choix que de baisser les taux et tout ça, et de recommencer à imprimer de l'argent. C'est pour ça que les bourses vont repartir à la hausse, le dollar va continuer à plonger, tout ça. En fait, c'est des cycles, et il va falloir se renseigner sur ça. Mais pour le moment, il y a une inquiétude de la part des investisseurs, qui est légitime, puisque l'inflation est forte encore, et repart un peu à la hausse. Mais voilà, à terme, là, dans les mois qui vont arriver, ils vont pas avoir le choix que de baisser les taux. Même si ça va avoir un impact sur les devises et ça va faire chuter les devises, le dollar, tout ça. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de baisser les taux. On va voir ça, on va suivre ça. Juste l'inquiétude est là à court terme, on va dire. Donc, en tout cas, en Europe, donc, encore Florian Philippot qui met en garde les agriculteurs fichent la frousse à Macron. Vous savez, là, il y a une révolte là, en Allemagne, agriculteurs allemands qui, voilà, qui se sont rebellés. Et là, en France, on a un mouvement là qui part aussi là. Et donc, Macron qui est en panique là. Macron et sa caste. Macron craint que ne débarque subitement en France une insurrection paysanne. Donc, les paysans qui se révoltent, voilà, rejoignent par d'autres professions, à l'allemande, on va dire. Donc, voilà, vous voyez la tête à Macron là qui est en grosse panique, tout ça. Donc, faut voir. Il peut y avoir une révolte là qui pousse Macron, voilà, à prendre des initiatives, des choses comme ça. Donc, faut pas lâcher. Faut pas lâcher face à eux. On verra ça. En tout cas, petit rappel, seuls 2% des Français ont pleinement confiance envers les partis politiques. Donc, c'est marrant. C'est à peu près le nombre de Français qui sont encartés dans un parti politique. Vous voyez ? Donc, reste que 80% des Français ne font pas confiance aux politiques. Si vous voyez que, voilà, tout est montré ici. Donc, je ne sais pas, tac, tac, tac. Avez-vous confiance dans ces différentes organisations? Donc, voilà, hein, que 10% grande confiance, tout ça. En tout cas, voilà, très peu font confiance aux partis politiques. Tout ça, vous pouvez le retrouver hein, sur mon Twitter, tout ça. Si vous voulez regarder de près, voilà, qui fait confiance ou pas. Mais en tout cas, très peu de Français font confiance. Et vous savez que les politiques, en fait, contrôlent tous les médias, radio, la presse écrite, voilà, les journaux, tout ça, et les médias visuels. Vous voyez, qui contrôlent la population française. Les monsieur et madame tout le monde n'ont pas le temps, voilà, et qui viennent regarder le journal de temps en temps. Eux sont manipulés par les médias. C'est comme ça qu'on vous impose Macron. On vous les met face à l'extrême droite, entre guillemets, les Le Pen, tout ça. Et après, à chaque fois, ils gagnent les élections et ils nous contrôlent avec leur politique, voilà, imposée par Washington, les Américains, tout ça. Donc, réveillez-vous. Il faut se réveiller par rapport à tout ça. Et là, on a le professeur, encore une fois, Florian Philippot, qui met en garde. Je vous recommande de vous abonner à Philippot, qui voilà, tente de ramener un élan souverainiste. Vous voyez. Donc moi, Florian Philippot, c'est pas celui que je soutiendrai. Enfin, je suis en accord. Après, moi, c'est plus François Asselineau. Vous voyez. Mais quand même, Philippot, voilà. Philippot, il est moins, on va dire, il est plus, il va au gré du vent. Il essaie de s'adapter par rapport à la situation. Voilà, il était un peu dans l'extrême droite. Maintenant, il s'adapte, mais il est plus souverainiste que Le Pen, tout ça. C'est une bonne personne au fond, voilà, de montrer les vérités. Après, il est voilà, il est un peu, enfin, bon, c'est moins que, comment il s'appelle l'autre là? Nicolas Dupont-Aignan, voilà. Nicolas Dupont-Aignan, lui, et voilà, il essaye un peu pour sa poire là, voilà, de se racoler même à l'extrême droite, à Le Pen. On sent que il est là, il a ses intérêts, il essaie de faire monter son parti
Donc voilà, ces gars comme ça, voilà, faut rester prudent. Même si ils veulent être souverainistes, on sent que voilà, ils veulent aider la France, tout ça, mais voilà, Philippot, bon, voilà, il essaye quand même de faire évoluer les choses. Je trouve qu'il est droit, hein. Mais voilà, le plus, on va dire, intègre de la bande, en tout cas de tous, c'est Asselineau. C'est lui qui a même l'étoffe, la carrure d'un président, tout ça. Mais voilà, il ne sera jamais élu parce qu'il fait que 1% des voix. Voilà, même si tous les souverainistes, là, même s'ils s'allient avec Philippot, tout ça, ils feront pas grand-chose. Le problème, c'est qu'il faut une vraie révolte. Vous voyez, le problème, c'est que et Philippot et Asselineau, ils sont, on va dire, dans contrôler, on va dire, ils tentent de dire les vérités, mais voilà, de contrôler, ils sont, voilà, où ils disent les vérités, c'est sur YouTube. YouTube, ça appartient à Google, géant américain. Et voilà, si vous dépassez ou si vous êtes trop visible, et ben ils vous censurent. Donc voilà, YouTube, bon, Twitter, X, ça Elon Musk, encore ça va. Mais dès que ça va trop loin, bah, ils peuvent se faire attaquer et censurer. Même sur Twitter, X encore. Donc en fait, même si on a du poids et qu'on devient trop visible, on risque d'être censuré. Donc en fait, vous voyez qu'on n'a quasiment aucun pouvoir quasiment. Il faudrait une vraie révolte, une vraie rébellion, révolution. En France, on est capable de ça, mais on est encore loin de tout ça. Donc on verra en tout cas si un jour ça le fera. Mais en tout cas, là, on a Raoult qui tente qui dit les vérités. Vous voyez. Après, lui, il va être censuré. Il va pas, ces vérités-là, elles vont pas passer sur les grands médias. Vous voyez. Ça va passer sous l'eau. Où on va prendre Didier Raoult pour un fou, ça, ce qui n'est pas bon, hein. Alors qu'il dit toutes les vérités. Là, tweet incroyable à l'instant du professeur Raoult qui demande l'interdiction en France des vaccins. Pfizer et Moderna évoquent un lien possible avec des maladies de type Creutzfeldt-Jacob. Je suis heureux que cette explosion de vérité pour Marc Doyer. Donc Raoult, nous sommes contents de voir que la surgéon générale de Floride, équivalent de notre ministre de la Santé, demande à la FDA d'interdire les vaccins contre Covid, Pfizer et Moderna. Ces vaccins, contrairement à leur interdiction et à toutes les règles pharmaceutiques, contiennent des quantités considérables. Vous voyez, 100 000 copies par LM d'ADN. Donc en gros, voilà, il parle d'interdire tout ça et il dit toutes les vérités par rapport à tout ça. Et donc voilà, un drame planétaire va-t-il exploser? Raoult révèle que le surgéant général de Floride demande officiellement à la FDA d'interdire les injections ARM. Donc ici, vous voyez, c'est François Asselineau, celui que je considère comme le plus intègre de tous, qui parle d'interdire les injections ARN, où l'on découvre des quantités colossales d'ADN, de causes de cancer, tout ça, lymphome et leucémie. Donc faut interdire tout ça, là, ces vaccins, ces trucs comme ça. Bien sûr, tout ça, vous ne le verrez pas sur les grands médias, les choses comme ça. Ils vous cachent tout ça. Parce que ces médias-là sont payés par ceux qui veulent que vous fassiez vacciner, tout ça. Vous voyez? Donc moi-même, si j'avais une énorme chaîne, je me ferais censurer. Même en passant des informations comme ça. Mais voilà, ma chaîne ne va pas se faire interdire. Là, j'ai le droit pour le moment à ma liberté d'expression, tout ça. Donc je profite. En tout cas, moi, j'arrêterai pas. Même si j'ai une énorme chaîne de 300 000, 100 000, 1 million, je dirais, je couvrirai tout ça de la même manière. Même si je me fais censurer, tant pis. Donc voilà par rapport à ça. Donc attention, maintenant on passe sur les tensions avec l'Asie, tout ça, sur les actualités d'Asie. Et là, attention déjà à la mer Rouge, il y a une possible guerre commerciale Chine-USA. Donc il y a des tensions en mer Rouge, déjà entre les États-Unis et le Yémen, tout ça, avec des frappes, tout ça. Mais voilà, même par rapport aux tensions en Chine, avec les États-Unis, Chine, par rapport à Taïwan, tout ça. Et ça passe toujours aussi par la mer Rouge, tout ça. Et donc, ça pourrait alimenter les prix du pétrole. Le pétrole pourrait repartir à la hausse, ces tensions. Donc, voilà, rivalité entre la Chine et les États-Unis, comme d'hab, voilà, par rapport à Taïwan et d'autres choses. Donc, ça peut alimenter le pétrole. Et donc, c'est ça qui alimente les prix de l'énergie et qui font repartir l'inflation à la hausse. Pour ça que vous voyez comment ça impacte direct les marchés. L'inflation qui repart à la hausse, c'est pour ça que là, les banques centrales ne sont plus très sûres de rebaisser les taux.
Et c'est pour ça que les actions sont en train de chuter en Europe et aux États-Unis, à cause de toutes ces tensions-là. Donc ça impacte tout ce qui se passe dans le monde, ça impacte directement la finance, les marchés. C'est pour ça que vous avez la baisse des bourses aux États-Unis et en Europe, tout ça. Donc, alors, je suis déjà à une demi-heure hein, de vidéo. Donc, la Chine qui courtise l'élite mondiale à Davos. Donc, la Chine est présente à Davos, hein, cette réunion des élites dont la présence est plus importante, est la plus importante depuis des années. Donc, la Chine sait qu'ils doivent même se présenter à Davos et donner, voilà, avoir une voix là-bas. Vous voyez. Donc, il faut voir voilà ce qui va se passer. Donc là, alors, attention, j'ai failli. Voilà, donc la Chine a raison de se montrer à Davos et de s'exprimer tout ça. Et ils se gênent pas pour le faire. Donc la Chine même a dit, a déclaré ses inquiétudes par rapport à Washington, tout ça, qui veut contrôler un peu le marché des CBDC, des semi-conducteurs, des choses comme ça. Donc ils sont là-bas et ils donnent de la voix. Donc c'est une très bonne chose de leur part. Et la Chine pourrait être confrontée à davantage de restrictions justement sur les puces en 2024. Et ils ont dit à Davos hein, leurs craintes. Et là, et voilà. Parce que les semi-conducteurs, les puces là, c'est un marché à plusieurs milliards. Et les États-Unis tentent de réduire la Chine par rapport à ce marché-là. Les semi-conducteurs, c'est le marché du futur hein, qui va toucher tous les secteurs de demain. La prochaine économie sera liée par rapport aux semi-conducteurs. Le métaverse, la réalité augmentée virtuelle, les voitures autonomes, voilà, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est avec les semi-conducteurs. Donc, c'est un marché très, très important. La Chine l'a compris, mais les États-Unis encore plus, et tentent de bloquer la Chine par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a la guerre Chine-États-Unis par rapport à Taïwan. Qui va s'approprier Taïwan qui fabrique ces puces-là? Donc la Chine lance un examen aussi de sécurité de Shine. Donc Shine, l'entreprise qui est maintenant en pleine tendance, qui fait du mal à Amazon, tout ça. Shine, entreprise de prêt-à-porter chinoise qui explose tout en ce moment et qui veut s'introduire en bourse. Voici ce que cela signifie pour son introduction en bourse. Donc Shine qui veut s'introduire en bourse. Le puissant régulateur chinois d'Internet mène actuellement des examens de la sécurité de Shine. La revue positionne clairement Shine comme une entreprise chinoise malgré ses efforts pour se démarquer du pays où elle était fondée. Pour avancer dans son introduction en bourse, Shine aura besoin de la bénédiction de Washington et de Pékin. Donc je ne sais pas où ils veulent s'introduire Shine, mais ça a l'air d'être sur le marché américain aussi. Et Shine essaye de sortir voilà, de se séparer un peu de son image chinoise, tout ça. Parce que ça a été créé en Chine. Et voilà, ils veulent pas avoir les mêmes problèmes que TikTok, que Huawei, tout ça. Parce qu'on sait que c'est les États-Unis qui contrôlent la finance mondiale. Et Shine pourrait avoir des problèmes en étant trop exposé et trop lié à la Chine. Ici, on voit hein, que les dirigeants américains de Davos voient une victoire de Trump en 2024, mais ne s'inquiètent pas apparemment. Donc on verra ça. Mais voilà, Shine s'inquiète d'être trop lié à la Chine, donc on verra. Et en tout cas, la Chine mène une enquête sur eux. Donc on verra. Vous voyez, il y a quand même des pépites hein, qui sortent de Chine. Huawei, TikTok, là vous avez Shine. Donc voilà, la Chine a de quoi, a des réservoirs. Là, en Chine, on a des problèmes. Hein. Sur le secteur bancaire, sur le secteur de l'immobilier qui effondre. Mais la Chine a des ressources. Et là, avec Taïwan et les semi-conducteurs, elle pourrait dominer les États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis font tout pour bloquer et empêcher la Chine de récupérer Taïwan. Donc on verra par rapport à ça. Sinon, les actions de Hong Kong rebondissent. Les actions chinoises stagnent de près de leur plus bas niveau depuis 5 ans. Donc, la Chine a vraiment un énorme problème au niveau de la relance de ses économies et ses actions qui sont à la peine depuis des années. En tout cas, bon, les actions de Hong Kong se reprennent, mais c'est pas suffisant. Il va falloir un coup de pouce de l'économie chinoise pour que les actions perdurent à la hausse sur le temps. Donc moi, je ne m'exposerai pas à la Chine. Là, c'est trop... En fait, il y a trop d'inquiétudes. On ne sait pas si la Chine va s'en sortir là. Il y a trop de facteurs. Je ne sais pas s'ils vont réussir à récupérer Taïwan.
et les grandes entreprises se tournent vers l'Inde, Apple, Tesla, on a les pays émergents, rapide départ de marché sur la Chine. La Chine, il y a trop de facteurs inconnus quant à sa réussite. Ils n'arrivent pas à se relancer. Est-ce qu'ils vont relancer la planche à billets? Voilà, il va falloir avoir des réponses à ces questions. En tout cas, TSMC, l'entreprise justement, la plus grosse entreprise de fabrication de puces, là, des semi-conducteurs, dépasse les attentes en matière de bénéfices et de revenus au quatrième trimestre. Et c'est voilà pourquoi la Chine et les États-Unis se battent pour Taïwan et son entreprise, la TSMC, parce que TSMC va tout exploser en termes de chiffre d'affaires, tout ça. C'est que le début. Hein. Ici, vous voyez, hein, TSMC confiant dans la demande sur l'IA et prévoit un bond de son CA cette année. Vous voyez? Donc voilà, hein, c'est pas une surprise, l'explosion, parce que la demande d'intelligence artificielle est très forte. Vous voyez? C'était pas une surprise. Et c'est pour ça que vous allez avoir encore les tensions sino-américaines par rapport à Taïwan, tout ça. Parce que ça va faire que d'exploser. La demande va être de plus en plus forte sur l'IA et TSMC va fabriquer encore plus de puces voilà, par rapport à l'intelligence artificielle, tout ça. Et ces bénéfices vont continuer à exploser. Ici, vous avez Samsung qui annonce une nouvelle gamme de Galaxy S24 avec des fonctionnalités de retouche photo et de recherche basées sur l'IA. Donc voilà, toutes les grandes entreprises se tournent vers l'intelligence artificielle. Donc, c'est le futur. Et le narratif de l'IA, c'est l'un des narratifs les plus puissants. Même en crypto, tout ça, l'IA, c'est vraiment la nouvelle révolution. Il y a deux gros secteurs, l'IA et la cryptographie. La cryptographie, ça enveloppe tout, le métaverse, tout ça. Donc voilà, c'est les deux gros narratifs. Et là, la cryptographie, ça explose encore plus que l'IA. Les cryptos, on part sur un nouveau cycle de bull run 2024-2025. Et c'est vers là qu'il faut être principalement. Et il ne faut pas oublier l'intelligence artificielle. Et justement, là, on va se tourner vers la cryptographie, qui est le secteur le plus explosif. C'est là où vous devez être. Là, il y a une opportunité historique sur les cryptos. Ne loupez pas ce train-là. Le train des cryptos va être explosif. Si vous loupez ça, vous loupez énormément de gains, de croissance là pour les 2 prochaines années. Donc voilà, vraiment important, s'exposer aux cryptos. Le Bitcoin là qui est comme un stablecoin là, dans un range depuis au moins une semaine. Voilà. Sur le mois là, vous avez une grosse chute, mais de manière générale sur le mois, on est en train dans un range là, on est en train de se stabiliser. Voilà, entre 40 et 46 000, ça bouge pas, mais c'est de bon augure. C'est comme si on reprend des forces par rapport à tout ça. Donc voilà, il faut normalement là, il faudrait accumuler. Parce que c'est comme si ça range pour exploser. Voilà, mais on est dans l'incertitude. Est-ce qu'on a fini de prendre des bénéfices par rapport à la vente de la nouvelle sur les ETF spot Bitcoin? Là, les gens sont moins sûrs. Beaucoup pensent que le Bitcoin va aller même plus bas dans les 30K, 35. Et certains même voient le Bitcoin à 20, voire moins de 20K, 15K, 10K. Donc voilà, la peur est là. Et donc la prudence est là. Et c'est pour ça que le Bitcoin range. Il y a une guerre psychologique voilà, qui a commencé sur ça. Donc, on commence avec les actualités crypto. Le Conseil, déjà, pour rester en Europe, là, les actualités, le Conseil européen et le Parlement sont parvenus à un accord provisoire sur des règles d'exigence raisonnables plus strictes pour les entreprises crypto. Donc voilà, les règles se font. On va avoir la loi MiCA bientôt en Europe. Voilà, ils sont en train de réglementer le secteur des cryptos. Et voilà, ce nouveau pacte anti-blanchiment d'argent imposerait des règles plus strictes aux entreprises crypto. Devrait faire preuve de diligence raisonnable lorsque les clients ont l'intention de traiter des transactions d'une valeur d'au moins 1000 euros. Donc l'accord doit être présenté au Parlement européen, tout ça. Donc dès qu'il va y avoir des transactions d'au moins 1000 euros, un peu plus de 1000 euros, voilà, il va y avoir des règles strictes par rapport à voilà, où on va devoir se conformer, en tout cas en Europe. Okay, donc c'est voilà, que ça soit en Europe, aux États-Unis, même dans le monde, la réglementation arrive sur les cryptos et ça va favoriser l'adoption massive. Okay, donc là, ici, on a aussi l'IRS
et le département du Trésor, donc américain, qui annonce que la nouvelle loi exigeant des rapports sur les transactions de crypto-monnaies de plus de 10 000 dollars pour les sociétés est repoussée. Donc voilà, pour l'instant c'est repoussé parce qu'ils sont en train de travailler ces nouvelles lois, tout ça. Donc on va voir. Pour le moment, voilà, c'est repoussé pour ce qui est de voilà, ces nouvelles lois par rapport aux transactions de plus de 10 000 euros. Mais ça va arriver comme un boomerang. Donc pour l'instant c'est repoussé, mais ça va vite arriver. Donc voilà par rapport à ces actualités sur les conformités, la réglementation. Maintenant, on va s'attarder un peu plus sur les prix. Où on en est. Donc BlackRock qui monte. Hein. BlackRock qui détient désormais 16 361 bitcoins. Valeur de 707 millions de dollars. Donc voilà, ça grimpe vite pour BlackRock. Hein. Ça accumule. BlackRock a énormément d'actifs dans le monde réel. De 10 milliards d'actifs voilà, qui gèrent hein, dans leur entreprise. Et là, ça commence avec les cryptos. Hein. Déjà 700 millions maintenant de bitcoin, d'actifs crypto. Ça va très très vite pour BlackRock. Hein. Géant tentacule. Un géant qui amasse énormément de liquidités. Et donc, regardez, hein, BlackRock a accumulé 16 362 bitcoins après seulement 4 jours de bourse. Vous voyez, depuis que BlackRock propose ses trackers du bitcoin à ses clients, qui propose ses ETF pour ses clients, voilà, ça veut dire qu'ils proposent, voilà, ils achètent du bitcoin, ils les proposent à leurs clients et les clients achètent, voilà, tout en ayant la protection de BlackRock, tout ça. Donc, imaginez combien ils en accumuleront à la fin de l'année. Donc, tout ça, c'est bon pour le bitcoin. Vous voyez, ça, c'est une excellente nouvelle. Plus on va accumuler du bitcoin et plus le bitcoin va se raréfier. Parce que le bitcoin a un nombre. Vous voyez, donc le bitcoin, plus on en accumule et plus le bitcoin se raréfie. C'est pas comme le dollar qui est en réimprimé, tout ça. Le bitcoin se raréfie. Plus on en accumule et plus le bitcoin se raréfie et plus son prix explose. Vous voyez, donc là, pour le moment, le prix du bitcoin stagne à court terme, sur quelques jours, quelques semaines. Mais à moyen long terme, le prix va rattraper le prix où il devrait être. Et donc, à retardement, le prix du bitcoin va exploser plus tard et rattraper les niveaux où il devrait être. Donc voilà, ça, c'était par rapport à BlackRock. Là, Grayscale, un autre émetteur, là, c'est un géant fonds qui est plutôt spécialisé dans les crypto-monnaies, qui a transféré 18 638 bitcoins, soit près de 798 millions de dollars vers Coinbase Prime. Vous voyez, donc Grayscale Trust a transformé au moins 31 638 BTC pour plus de 1,3 milliard de dollars vers Coinbase Prime. C'est énorme. Hein. Donc tout ça, voilà, ça se restructure, tout ça, ça se prépare. Voilà. C'est des restructurations pour se préparer au marché haussier, tout ça. Donc il faut voir ça. Donc énorme. Ça, c'est une énorme valeur pour Coinbase. Coinbase qui est aux avant-postes, hein, cette entreprise, cet exchange crypto. C'est une entreprise qui cherche aide à acheter ou à détenir des cryptos, acheter, échanger des cryptos pour particuliers et clients institutionnels. Eux, ils sont aux avant-postes. Hein. C'est par Coinbase que passent les émetteurs pour vous proposer des ETF, tout ça. Donc ça, c'est Coinbase, c'est un géant hein, maintenant. Énorme pour la valeur ajoutée que Coinbase vous apporte. Et donc là, le juge Faya, le juge déclare la SEC n'a pas présenté de récit opposé au fondement juridique de Onway dans son briefing. Et donc là à ce moment-là, pour l'instant, en ce moment, la SEC est en train de perdre contre Coinbase. Parce que Coinbase a porté plainte contre la SEC par rapport à toutes ces choses-là des fondements, là, Onway, là, les tests Onway, pour savoir si les cryptos, des securities, des marchandises, tout ça. Et donc, pour le moment, Coinbase est en train à l'heure actuelle, gagne contre la SEC. Donc, on verra ça. De toute façon, on sait très bien que Coinbase, Ripple, Ethereum, ils vont tous gagner à terme face à la SEC. C'est juste une question de temps. Et c'est le prochain narratif, ça, d'ailleurs. On sait que une fois qu'ils auront vaincu, écrasé la SEC, là, le bull run va vraiment partir. C'est une question de semaines, de mois, là. En attendant, vous avez ARK Invest, donc un autre émetteur d'ETF, qui achète pour 15,9 millions de dollars d'actions de son propre ETF, justement, au comptant Bitcoin. Vous voyez, donc Cathie Wood a acheté énormément d'ETF qu'elle propose. En fait, le fonds qui propose, en fait, elle a un fonds qui s'appelle ARK, voilà, qui propose des bitcoins et elle,
En fait, les bitcoins qu'elle propose, elle les a achetés elle-même avec sa propre entreprise. Vous voyez. Donc voilà, ce qui va stimuler le fonds ARK et faire augmenter les cours à la hausse. Donc je ne sais pas si elle cherche à tricher sur son propre fonds, mais voilà, elle s'expose elle-même avec son entreprise à son propre ETF. Donc voilà, pour peut-être profiter de la tendance des cryptos et avoir plus de richesse, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc maintenant, on a ProShare qui a soumis des demandes auprès de la SEC pour 5 ETF spot Bitcoin à effet de levier. Donc x2, 1,5, moins 1, enfin moins x2, moins 2 fois, moins 1, c'est vraiment des effets de levier, soit pour shorter, donc pour parier à la baisse, ou soit pour effet de levier, voilà, pour des longues, pour que ça explose. Fois 1,5 et x2. Donc là, il n'y a pas de x10, x50. Donc là, c'est des trucs raisonnables, au moins x2 ou moins 2. Vous voyez. Mais voilà, pour une entrée en vigueur le 1er avril. Donc maintenant, c'est des ETF spot avec effet de levier. Donc là c'est dans le risque, dans le trading pur. On va voir si ça va être accepté. Mais je pense que de toute façon, la spéculation, ça fait partie des marchés. Et je pense que ça va être accepté. Et donc, selon Balchunas, donc Balchunas, c'est Eric Balchunas, là, voilà, une personne très importante, faut le suivre, parce que lui, il est aux avant-postes, là, sur les cryptos. Il pourrait, selon lui, il pourrait y avoir une douzaine d'ETF, là, sur le marché d'ici quelques mois. Donc, c'est ces ETF-là, avec effet de levier. Donc, si vous voulez parier, mettre exposer à ces trackers du Bitcoin, mais avec en plus des leviers, donc ça, c'est avec des risques, vous pourrez bientôt, parce que ces ETF-là, ces sortes d'ETF avec levier ou short arrivent sur les marchés, voilà, pour que vous preniez des risques, tout ça, pour que ça aille plus vite et tout ça. Donc voilà, selon Balchunas, il pourrait y en avoir une douzaine qui seraient proposées. Donc moi, pour moi, faut pas toucher à ce genre de produit avec des leviers, tout ça, c'est très risqué. Vous n'avez pas besoin de ça. En crypto, vous avez une forte croissance déjà. Vous n'avez pas besoin d'accélérer les choses avec des leviers, tout ça. Parce que quand vous mettez des leviers, si ça se passe mal, vous vous faites liquider. Il n'y a plus de retour en arrière. Attendez que ça revienne. Non, non. Quand c'est levier, c'est rect. C'est-à-dire que si ça se passe dans le sens contraire, vous faites liquider, c'est fini. Perdez vraiment votre argent. Que ce soit ETF ou pas. Donc pour moi, c'est trop risqué. Maintenant, ProShare, eux, ils sont dans le business. Donc ils vont vous proposer, parce qu'il y en a quand même qui vont faire ça. Des gens qui soient plus intelligents ou qui connaissent réellement les marchés vont tenter de s'exposer à ce genre de produits pour accélérer les choses. Et ProShare, eux, simplement essaient d'apporter de la valeur, essaient de vous proposer ces produits parce qu'il y a une demande pour ces produits-là. Vous voyez. Donc on verra par rapport à ça. Alors, on est déjà à 48 minutes de vidéo. Alors, en attendant, sur le Bitcoin, le nombre d'adresses de Bitcoin détenant plus d'un BTC bat de nouveaux records. Vous voyez. Donc, le nombre d'adresses, donc de personnes qui possèdent au moins un BTC ou plus, c'est-à-dire un BTC là, ça vaut à l'heure actuelle, ça vaut dans les 43 000 $. Donc, des personnes qui possèdent au moins un BTC, vous voyez, au moins 43 000 $, au moins un Bitcoin, ou plus, il y en a de plus en plus de personnes comme ça. Vous voyez. Et ça fait que d'augmenter. Les gens qui ont au moins un BTC, vous voyez, ou plus. Ça veut dire que, vous voyez, ça fait qu'il y en a de plus en plus qui possèdent beaucoup de Bitcoin. Ça, c'est bon pour le prix du Bitcoin. Ça va toujours être le prix à la hausse. Vous voyez. Énorme nouvelle, ça. Donc, par contre, le hash rate du Bitcoin aurait chuté de plus de 30%. Alors que le Texas limite l'utilisation de l'électricité par les entreprises face à un hiver glacial. Donc, apparemment, parce qu'il fait très froid, voilà, et que l'État du Texas aux États-Unis a besoin d'électricité, là, ils auraient limité, on va dire, l'utilisation. Parce qu'en fait, pour miner du Bitcoin, il faut énormément d'énergie électrique pour faire tourner ces puissances, ces GPU, pour générer du hash rate, là, une puissance de calcul. En fait, l'État du Texas possède des fermes minières, des grosses fermes minières,
et qui exploite énormément, une grosse quantité d'électricité pour miner du Bitcoin, pour créer une puissance de calcul, pour que valider les transactions sur le réseau du Bitcoin, tout ça. Et là, apparemment, ils ont limité cette grosse consommation d'électricité pour, voilà, pour utiliser ça pour réchauffer, utiliser l'électricité plus pour réchauffer des foyers, des choses comme ça, parce que c'est l'hiver. Vous voyez. Donc, voilà, les conséquences de ça, c'est que le hash rate a baissé apparemment. Et c'est pour ça que les entreprises aussi en bourse, comme Riot Platform ou Marathon Digital, ont aussi fortement chuté d'au moins 20% la semaine dernière, tout ça. Donc voilà, tout a on va dire une coïncidence. Voilà, par rapport à ça. Et donc, si on s'attarde sur le prix du Bitcoin, vous voyez, ça range. Là, ça a fortement chuté il y a une semaine et demie. Et là, maintenant, on est en train de se reprendre petit à petit. Vous voyez ici, ça s'est repris. Et là, il semblerait que ça se soit stabilisé, espérant que ça reparte à la hausse et que ça aille maintenant aille casser même les 48K et les 50K. On verra. Maintenant, certains ont peur qu'on casse encore à la baisse. C'est encore une situation. On verra. En tout cas, ici, vous voyez que ça a l'air d'être très bullish, puisque sur les RSI, on voit qu'on va faire des croisements haussiers. La tendance, apparemment, si on en croit les charts, il y a des indicateurs qui montrent qu'on croise à la hausse, donc les croisements bullish, et sur les RSI, et donc on irait bien plus haut là. Donc on verra si les charts ont raison ou pas. Maintenant, voilà. À moyen terme, on peut casser et repartir vraiment à la hausse, hein, vous voyez ici, hein. Mais ça serait que de court terme. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment faire des hauts et des bas et finalement monter à 50K et atteindre les 52K. Et voilà, ou 50, même 55. Mais ça serait pour encore vraiment cette fois chuter et revenir dans les 35K, tout ça. Donc même si on remonte à 50, on explose les 50, passe à 55, attention, on pourrait recorriger à 35. Donc c'est pas garanti tout ça. Vous voyez. Donc on verra. On verra, c'est une possibilité. Tout ça, ça va dépendre aussi du facteur du dollar. Parce qu'il faut que le dollar baisse pour stimuler le Bitcoin, les autres devises, l'or, les actions en bourse, tout ça. Donc tout va dépendre aussi du dollar. C'est très corrélé. Le dollar est corrélé par rapport à tous les autres actifs. Et comme ça, les accords de Bretton Woods, et il y a plusieurs années, 1940, dans les années 1940, ont fait que tous les actifs font face au dollar. C'est le dollar face à tous les actifs. C'est pour ça que le dollar règne sur le monde. Donc c'est comme ça. On verra. Maintenant, voilà. Sur le Bitcoin, ça a l'air d'être assez bullish sur le moyen long terme. Donc, comme d'hab, sur le court terme, on va peut-être corriger, revenir au 34, tout ça. Mais sur le moyen long terme, on est parti pour un bull run. Une explosion à la hausse. Donc on surveillera tout ça. Sur le moyen, on dit apparemment on est ici. Voilà. On va peut-être monter encore sur le moyen long terme. Hein. Donc là, on est ici. On peut encore chuter à moyen terme, revenir au 35K. Mais à moyen terme, sur plusieurs mois, on va monter, toucher peut-être les 60 ou 65, je sais pas, 68K, comme c'est marqué ici. Corriger, encore peut-être revenir dans les 40K. Et ensuite réexploser et aller chercher à plus de 100K, tout ça. Ça, c'est sur le moyen long terme. Vous voyez. Donc, on le sait, tout ça, que ça va arriver petit à petit. Donc là, voilà, on est dans la zone jaune ici, comme vous le voyez. Et en général, quand on passe cette zone jaune, il y a un croisement là sur le RSI. Et c'est après que là qu'on a le bull run incroyable. Donc là, on arrive même dans la zone orange. Quand on va aller dans cette zone orange, on peut aller dans les 65, 80K. Ensuite, on va corriger et aller après corriger et ensuite exploser les 100K. Donc tout ça, ça s'en vient. Mais ça, c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est sur les prochaines semaines, prochains mois. C'est pas comme ça, voilà. Donc patience, mais d'ici 3-4 mois, on va avoir tout ça. Peut-être après le halving, le phénomène qui a lieu tous les 4 ans, qui va faire un choc de l'offre, de l'offre peut-être sur le Bitcoin, qui va avoir le prix des récompenses les mineurs là, qui sécurisent le réseau du Bitcoin divisé par 2. Ça va mettre une pression à la hausse sur le Bitcoin. Vous donc, parce que un prix divisé par 2 sur le Bitcoin,
En fait, c'est une rémunération divisée par 2. En fait, ça va faire augmenter en fait l'offre du Bitcoin. Ça, en fait, l'offre du Bitcoin qui est divisée par 2, bah, ça raréfie complètement l'offre du Bitcoin. Et en fait, ça fait que le prix du Bitcoin explose. Vous voyez. Voilà par rapport à ça. Alors, voilà hein, encore des charts qui montrent que sur le long terme, voilà, on va encore aller plus haut. Ça n'a pas de... Voilà. C'est un cycle, ça, c'est les cycles qui se répètent. Vous voyez. Et à chaque 3 années de hausse, une année de baisse en général. Donc ça ne change pas. Ça bouge pas. Donc voilà par rapport au Bitcoin. Ça bouge pas. On est dans une phase actuellement de tension un peu qui pourrait d'observation sur les prix du Bitcoin qui pourrait amener le Bitcoin dans les 30K, voire 35. Et la situation monte à court terme quand on est plutôt en train de se stabiliser. On pourrait repartir à la hausse, mais pas une hausse confirmée. On pourrait remonter au 50K, 52 pour recorriger vraiment. Ou sinon aller plus haut, mais 60K, mais on va recorriger à un moment ou l'autre. Donc on verra ça. En attendant, Ethereum fait une mise à jour. La mise à jour d'Encun qui débarque sur le testnet pour le réseau Ethereum. C'est une étape importante avant un déploiement sur d'autres réseaux de test. Vous voyez. Donc ça, voilà, Ethereum est en pleine mise à jour. Donc on verra ce que ça donnera. Maintenant, on a le titan Franklin Templeton. Donc il y a un des émetteurs, un des ETF, un géant institutionnel qui fait l'éloge des L1 sur X, donc X Twitter. Là. On l'éloge, ils ont parlé ça sur Twitter. Et ils citent les mêmes coins de Solana. Donc là, ils font l'éloge surtout d'Ethereum, Solana, des L1. Et surtout, ils parlent des mêmes coins de Solana qui explosifs. Donc, tout ça, c'est bon pour Solana, ces mêmes coins, et d'Ethereum, voilà, des Layer 1. Donc ça, c'est un bon article. Va favoriser Solana et Ethereum. Ici, on a toujours un Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, qui est encore dans son combat face à la SEC, le gendarme de la finance américaine. Donc, il déclare, je pense que le président de la SEC, Gary Gensler, est un handicap politique aux États-Unis. Gary Gensler, c'est le chef hein, de la SEC. C'est lui qui décide. Donc, et voilà, c'est lui qui a donné l'approbation principalement, même s'il y a eu des votes. Voilà, c'est lui qui a eu le dernier mot, qui a autorisé les ETF spot, tout ça. Donc, il est très important. Et pour le PDG de Ripple, lui, c'est juste... Gary Gensler, c'est un handicap pour les États-Unis. Je pense qu'il n'agit pas dans l'intérêt des citoyens, qu'il n'agit pas dans l'intérêt de la croissance à long terme de l'économie. Je ne le comprends pas. Voilà, le PDG de Ripple qui détruit Gary Gensler. Donc voilà. On verra en tout cas, mais je pense qu'il a raison et il va détruire. Finalement, il va avoir la peau de Gary Gensler sur le temps. Ripple certainement gagnera. Donc voilà par rapport à ça. En attendant, dans le reste des actualités, Binance qui brûle 636 millions de dollars de BNB. Donc Binance qui a l'habitude tous les trimestres, tout ça, de brûler son token phare lié à son écosystème. Et ça va mettre une pression à la hausse pour le BNB qui est à la peine en ce moment. Binance a supprimé ses produits, là, son stablecoin, voilà, son exchange crypto est à la peine face à Coinbase, tout ça. Donc BNB, je ne m'exposerai pas trop, j'attendrai. Parce que ça peut s'évaporer sur le temps. Surtout maintenant avec les émetteurs de Bitcoin, tout ça, il faudrait que les exchanges perdent du poids. Donc moi, je ne m'exposerai pas trop au BNB. J'attendrai, j'observerai, même si c'est un projet très solide. Hein. Binance, pour moi, sera toujours là. Et là, j'éviterai de m'exposer si je serais vous. Donc voilà, un énorme burn. Plus de burn 636 millions de dollars. Ça, c'est énorme pour le prix du BNB. Donc on va voir là. Je vais aller sur le prix dans un instant. Sur le prix du BNB. Non, on va même aller voir tout de suite ce que ça donne. En tout cas, le BNB n'est pas dans les tendances ici. Et voilà, bon, c'est globalement dans le vert. Donc bon, 0,6%. Sur le mois, quand même, c'est puissant. Ça a bien monté, contrairement au Bitcoin qui a chuté sur le mois. Vous voyez, sur le mois, c'est bon. C'est mitigé sur le Bitcoin. Mais BNB, on a plutôt monté hein, de 27% ce mois. Donc ça s'est repris pour le BNB. Ça avait fortement chuté avec toutes les annonces là, ces derniers mois. Là. Ils ont eu CZ, ils ont eu la tête du PDG de Binance. Et là, ça se reprend. Donc je pense que Binance, ils se font tout petits.
Et ils vont repartir, ils vont bosser, ils vont essayer de, voilà, de redonner, redorer leur blason, tout ça. Donc on verra. Donc voilà par rapport à BNB. En attendant, un autre exchange, Gemini, avec les très célèbres frères Winklevoss qui sont à la tête de cet exchange. C'est un exchange américain, mais ils vont déployer leurs produits pour particuliers et institutionnels en France dans les semaines à venir. La plateforme fondée par les frères Winklevoss, ces deux frères milliardaires, hein, ont obtenu il y a quelques semaines un enregistrement en tant que SAN en France. Donc ils ont la réglementation pour opérer en France. Vous voyez? Donc deux frères malins, ça. Voilà. Et donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. On est quasiment à... Bon, on est pile à 1 heure, hein. Donc je vais en rester là. Le halving qui arrive, hein. Ça va mettre une grosse pression à la hausse. Et en vrai, je pense que c'est après cet événement qu'on va avoir le vrai bull run. Ça va pas changer des fois précédentes. C'est toujours après le halving qu'on a le vrai bull run. Donc vous avez encore vraiment du temps. En attendant, je pense que ça va monter et ça va corriger. Donc, soyez... suivez bien la tendance si vous voulez gagner. Il y a encore de l'argent à se faire même avant le halving. Mais il faut vraiment suivre la tendance réelle. Il faut vraiment être à l'affût. Donc voilà. On en reste là. Voici les cryptos dans la tendance. Donc on a le XIA. On va aller voir ça. Je montre à peu près toujours le top 3 au moins des tendances. Que vous sachiez en ce moment, qu'est-ce qui parle le plus dans l'univers crypto. Et là, XIA, c'est un jeu blockchain. Le jeu blockchain développé pour une adoption de Mars, apparemment. Donc là, ça concerne le gaming. Et ça, je crois que c'est sur Arbitrum. Donc la Layer 2 d'Ethereum. Et voilà. Qui présente XIA. Donc, très bien pour Arbitrum. Vous voyez, là le contrat, c'est Arbitrum. Donc énorme pour encore l'écosystème Ethereum. Donc n'oubliez pas, apparemment XIA, ça va être une référence dans le gaming. Ça. Ensuite, en numéro 2, vous avez Miro qui a un autre meme coin. Justement, Franklin Templeton, là, le fond, parlait des meme coins sur l'écosystème de Solana. Et bah, vous avez peut-être loupé Bonk. Et bah là, vous pouvez vous rattraper peut-être. Hein. Vous pouvez vous rattraper avec Miro, qui est un autre meme coin. Parce que certains sont dégoûtés d'avoir loupé Bonk, qui a explosé. Là, je vais vous montrer, tiens, Bonk. Je sais pas si vous montrez. Est-ce qu'il est encore dans les tendances, le Bonk? Ouais, il est là. Maintenant, il est à la 19e place des tendances. Oula, pardon. Des tendances, voilà. Et regardez ça. Donc, maintenant, qui peut être un projet. Ils ont tellement d'argent maintenant qu'ils peuvent devenir un projet à part entière. Donc, le site n'arrive pas trop à s'alimenter. Donc, voilà. Et Bonk, c'est cette crypto-là qui a explosé. Bon, là, c'est en baisse. Mais vous voyez, cette année-là, vous voyez, ça a une grosse explosion. Ça a un peu corrigé depuis. Mais certains sont dégoûtés. Donc, maintenant, plusieurs mettent leur espoir sur Miro, un autre meme coin. On verra. On verra si Miro prendra du galon ou pas. Donc voilà, et c'est pour ça que Miro est en deuxième place. Et ensuite, vous avez Celestia, la blockchain modulaire créée sur l'écosystème Cosmos, qui a apparemment plein de promesses. Donc on verra ça. Donc Celestia ici, le premier réseau blockchain modulaire. Donc c'est une blockchain assez unique et révolutionnaire qui, en fait, qui est assez modulaire. En fait, qui vont aller partager... En fait, c'est pour viser à désengorger le réseau. Et donc, ce système modulaire peut être une bonne idée pour les blockchains du futur. Donc, c'est un narratif à prendre en compte. Donc, on verra. Et ça peut aider les blockchains du futur. On verra si ça prend pas. Voilà. Ensuite, vous avez Sei aussi. Sei qui est une blockchain très, très rapide. On parle d'une des blockchains les plus rapides au monde. Et qui est en plus EVM compatible. Donc on verra ça, c'est une grosse promesse, peut-être le futur Solana, donc à voir. Et ensuite vous avez Solana et Bitcoin pour compléter le top 5, top 6. Donc voilà, ensuite vous verrez les autres voilà, cryptos qui sont dans la tendance. Donc voilà, on en reste là, 1 heure de vidéo, c'est très très long. Donc j'espère que vous avez apprécié tout ça. On reste en contact, hein. Il y a eu pas mal d'informations. On reste en contact pour d'autres informations sur la finance
voilà, la bourse traditionnelle et les cryptos. Donc, force à nous en tout cas. Et on se revoit pour notre vidéo. Allez, à plus!